cela vient d'être dit, commande nous a été passée d'écrire des textes en rapport avec l'exposition ou plus généralement avec la thématique des cabinets de curiosité. Donc nous sommes penchés chacun avec notre ferveur propre, notre thématique propre, ou bien avec la forme littéraire fétiche, par exemple, des uns et des autres. Nous sommes penchés sur les cabinets de curiosité et vous entendrez successivement, enfin je ne donne pas l'ordre de la lecture, mais je vais vous les présenter de votre droite à votre gauche: Jacques Jouet, Paul Fournel, président de l'Oulipo, Yann Monck, Frédéric Fortet et moi-même, Olivier Salon. Voilà. Donc, selon nos attachements personnels à des formes ou à des objets, eh bien, vous entendrez successivement une déclinaison de nos propres cabinets de curiosité. Et nous commençons avec Frédéric Fortet, qui a inventé une forme. J'écris, oui, depuis quelques années des poèmes, des textes dans une forme que j'appelle 99 notes préparatoires à, et qui se prête très bien aux commandes en général. Tiens, tu veux participer à telle revue? 99 notes préparatoires à l'impossible, etc. Donc, bien, forcément, j'ai écrit pour cette lecture de ce soir 99 notes préparatoires à un cabinet de curiosité. Pas de fenêtre. Combien de mètres carrés pour un cabinet? Être ou ne pas être bordélique, telle est la question. Constituer un cabinet de curiosité au bazar de l'hôtel de ville. Le monde en coupe. Ne rien mettre sous verre. Un curieux n'est pas un apertophile, collectionneur d'ouvre-boîtes, ou une infinité de fenêtres. Les curiosités dont on parle désignent-elles les choses collectionnées ou le regard qu'on porte sur elles? Zéro denrée périssable. Un curieux n'est pas un avrilo-piscicophile, poisson d'avril. Il y a toujours quelque part un cabinet de curiosité en constitution. Le monde pliable, déplié pour soi seul. Cette note préparatoire est-elle particulièrement curieuse, et si oui, pourquoi? Un curieux n'est pas un buticula plasticulophile, une bouteille en plastique. Constituer un cabinet de curiosité dans un sous-marin. Le tour du monde en 80 pas. J'ai bien l'impression que mon voisin du 5e vit dans un cabinet de curiosité en cours de constitution. Un curieux n'est pas un cassanuxiphile, casse-noix, concentré. Un fragment d'Etna solidifié, ça lave. Constituer un cabinet de curiosité dans un château de sable. Un curieux n'est pas un chalumeau pentaxophile, pendule neuchâteloise. Sans doute n'y a-t-il pas assez du monde chez soi pour en tirer ex abrupto un cabinet de curiosité. Un curieux n'est pas un Coca-Cola bifiliste. Coca-Cola. Crée-t-on des cabinets de curiosité pour montrer que le monde laisse des traces ou pour laisser une trace dans le monde? Un cabinet de curiosité est dans l'espace ce que l'accumulation de poussière est dans le temps. 2 noyaux de cerise. Un curieux n'est pas un cococéphalophile, noix de coco sculptée dans la fibre. Un curieux n'est pas un cuculaphile, cagoule. Un cabinet de curiosité est une image du monde, et ce n'est pas pour rien qu'on en a fait des tableaux entre la nature morte et la scène de genre. Que serait un cabinet de curiosité éphémère? La curiosité, c'est la source du monde, elle le crée continuellement. C'est Maurice Barrès qui écrit ça dans Le Jardin de Bérénice, 1891. Un curieux n'est pas un cucurbitaciste, étiquette de melon. 3 cailloux. Une manière de regarder la mort de biais. Un curieux n'est pas un dentiscalpiste, cure-dent. Constituer un cabinet de curiosité dans les toilettes publiques. Un curieux n'est pas un héméto-aérosagophile, sac à vomi. On n'est pas obligé d'écrire systématiquement les légendes sur les étiquettes. Un curieux n'est pas un énumérophile, liste. Peut-on entrer dans un cabinet de curiosité et ne s'apercevoir de rien? Un curieux n'est pas un fabophile, fève de galette des rois. Un cabinet de curiosité est dans le temps ce que l'accumulation de poussière est dans l'espace. 4 tickets de métro.
Classer ces 99 notes préparatoires en 4 catégories, artificialia, naturalia, exotica et scientifica. Un curieux n'est pas un ferrovipate, très miniature. Le monde peut être considéré comme la superposition d'un très grand nombre de cabinets de curiosité. Un cabinet de curiosité, idéalement, au contraire de la forme 99 notes préparatoires, évite le remplissage. Un curieux n'est pas un fructolabellophile, étiquette de fruits. Une curiosité peut-elle appartenir dans un même temps à plusieurs cabinets? 5 billes de verre. Un curieux n'est pas un glandophile, balle de fronde. Une forme d'autoportrait. Si tous les cabinets de curiosité finissent par se ressembler, ils s'annulent les uns les autres. Constituer un cabinet de curiosité sur la Lune. Un curieux n'est pas un ululophile, chouettes et hiboux. Un curieux n'est pas un incudinophile, enclume. Un tissu cohérent de contradictions, ou le contraire. Un curieux n'est pas un instagratophile, ticket de loterie à gratter. 6 centimes d'euros. Constituer un cabinet de curiosité dans une valise. Qu'est-ce qui fait une curiosité? Sa singularité ou sa représentativité? Un curieux n'est pas un jocondophile, Mona Lisa. Un curieux n'est pas un cravacophile, cravate. Un curieux n'est pas un latrina papyrophile, papier toilette. 7 dessins au feutre de couleur. Constituer un cabinet de curiosité à Hiroshima. Un curieux n'est pas un lucie extingophile. Pardon, il y a Larsen, désolé. Un curieux n'est pas un lucie extingophile, été noir. Par un renversement, devenir l'objet des curiosités et faire collection des regards tournés vers soi. Un curieux n'est pas un maillotophile, objet représentant des scènes d'accouchement. Le cabinet de curiosité comme ancêtre du multimédia. 8 cartes postales. Un curieux n'est pas un mnémophile, souvenir. Et l'infraordinaire. Un curieux n'est pas un molybdothémophile, taille-crayon. Un cabinet de curiosité peut être considéré comme la superposition d'un très grand nombre de mondes. Un curieux n'est pas un anipabulophile, nain de jardin à brouette. Quoi, les musées? Un curieux n'est pas un novokinder surprisophile, kinder. Vanitas vanitatum. Constituer un cabinet de curiosité au jardin d'enfants. 9 aimants de frigo. Un curieux n'est pas un papyrana pinophile, motif de feuilles d'essuie-tout. Cabinet de curiosité et vanité sont parallèles. Constituer un cabinet de curiosité au sommet du K2. Un curieux n'est pas un scalaglobuphile, boule de rampe d'escalier. La forme poétique dite 99 notes préparatoires est ce qui, dans mon travail, ressemble le plus à un cabinet de curiosité. Un curieux n'est pas un scoïno pentaxophile, corde de pendu. Constituer un cabinet de curiosité sur une scène de théâtre. Un cabinet de curiosité est en soi-même un objet de curiosité. Un curieux n'est pas un tapabotuphile, bouchon. Il faudrait créer un ocupo, ouvroir de curiosité potentielle. 11 coquillages ramassés par mon fils. Concevoir une curiosité, c'est-à-dire une chose qui les satisfasse toutes, les curiosités. Qui a parlé de bibliothèque? Un curieux n'est pas un ultra-trifoliophile, trèfles à 4 feuilles. Constituer un cabinet de curiosité sur le Titanic. Quelque chose plutôt que rien. La corne et la dent. L'autre jour, au musée de la musique à la Villette, je visitais les collections guidées par un jeune homme qui présentait le didgeridoo, instrument à vent des aborigènes du nord de l'Australie. C'est un tronc d'eucalyptus, il fait bien 2 mètres, qui a été creusé. Question, par quel animal? La question était posée aux enfants. L'un répondit par une vache, sa corne. Le guide était un peu décontenancé, pas trop. Non, c'était le termite. Plus lentement, le termite. La dent du termite et non la corne de la licorne. Scientifiquement parlant, le termite n'a pas plus de dents que la licorne de corne, que la licorne d'existence réelle.
Et je vis le didgeridoo dans un musée de choses curieuses, sans savoir combien de temps avait duré le creusement, en quelle année du XXe siècle avait commencé le creusement, en quelle année du XXIe siècle avait fini le creusement, combien de siècles avait duré la licorne. Bon à mettre au cabinet, le didgeridoo est un instrument à vent, un instrument dont le son est lent. Il est d'abord de la nature, ni cornes ni dents ne l'ont fait ce qu'il est. Et puis, rongé de l'intérieur comme nous le sommes, par l'ignorance et par le préjugé, il a commencé à donner du son et du sens. Le cabinet de curiosité. Le cabinet de curiosité ouvre ses portes ce soir à 20h et pour une période indéterminée. Venez nombreux, alors venez aussi nombreux que vous êtes, voire plus. C'est le même tarif pour le vieux de tout âge. Spectacle déconseillé aux enfants, accompagné par de vieux croulants, qui ont plus froid aux yeux que les Esquimaux sans leurs lunettes en ivoire poli. Venez donc, découvrez le monde comme vous ne l'avez jamais vu, car dans ce cabinet curieux, nous allons commencer en beauté avec des avortons de toutes les tailles, dans le bocaux de vinaigre, sans eau avec les petits oignons argentés. Nous avons des jumeaux siamois et des jumelles siamoises de tous les âges et de toutes les races, de vrais asiatiques compris, joints par les endroits les plus intimes et ou les moins facilement divisibles, même si pour certains, ou bien certaines, une cervelle pour deux est largement assez, vu les mots diversement délirants qui ressortent de leurs deux bouches, qui regardent, pour ainsi dire, dans la direction opposée. Alors que pour le jumeau à un seul pénis, ils sont condamnés à se regarder dans les yeux éternellement, sans être pour autant être narcissiques à ce point-là. Mais venez plus loin. Car ici, pour le plus petit parmi vous, nous avons des jouets rigolos à remonter, comme les soldats unijambistes à béquilles, ou les cul-de-jatte en fauteuil roulant, qui jouent de la trompette. Puis nous avons des policiers armés de matraques, qui tabassent les manifestants enchaînés par terre, couchés sur le banderole marqué, par exemple, Free Nelson Mandela avec every second packet of cornflakes. Ou sinon, encore les militaires sans yeux derrière leur casque en métal, en faisant la Heil Hitler, chacun portant une croix gammée sous sa belle base en plomb. Et puis, pour les filles, une maison de poupées hantées avec des effets sonores réalistes, comprenant un choix de cris, de gémissements, de tapages, de tronçonneuses qui hurlent, ainsi que les objets qui s'envolent tout seuls, ou bien les zombies qui marchent grâce à le système de baffles et de projecteurs intégrés. Ou bien pour les gamins nettement plus âgés, nous avons sur votre droite une collection haute commande de poupées gonflables, avec des modèles traversant plusieurs décennies, mais malheureusement tout est tellement troué et crevé que même la meilleure rustine au monde ne pourra plus rien. Avec des tenues selon le goût assez originaux, sortant des platitudes stéréotypées de toutes les périodes en question, c'est-à-dire un manque notoire d'infirmières, de femmes flics, de dominatrices en latex et au cuir et tout ça, mais plutôt les femmes à lunettes, récitant un discours préenregistré sur la structure spatio-temporelle de À la recherche de temps perdu. Ou bien à col roulé réclamant prestement une union pour donner encore ensemble une âme à notre Seigneur Tout-Puissant.
Sinon, la vieille moribonde râlant sans cesse de manière incompréhensible, ou même le faux cadavre pour les amateurs de ce genre de compagnie, ainsi ne nécessitant qu'une pompe à bicyclette, et non plus un congélateur si affinité. Aussi, vous avez aimé la lecture, voici notre bibliothèque, contenant parmi tant de chefs-d'œuvre littéraires ou bien scientifiques, injustement oubliés, la paléontologie d'Éden, un guide illustré par les meilleurs artistes de tous les animaux nommés par Adam, avec le nom d'origine en langue édénique, ou bien les constellations intérieures, une encyclopédie des correspondances physico-stellaires, ainsi justifiant la science sacrée d'astrologie. Ou pour prendre de derniers petits exemples, les œuvres complètes de Hugo Vernier, avec une belle introduction de Jules Verne et de lithographie originale de Jacques-Louis David, ce qui me fait penser à vous parler aussi de notre excellente collection de tableaux de sculptures, dont la plupart, pour d'évidentes raisons de sécurité et d'assurance, sont malheureusement restés dans nos coffres. Mais ici, on peut quand même bien profiter de quelques merveilles, comme par exemple une de mes toiles préférées, le cannibalisme enseigné aux enfants, attribué à Delacroix, et qui représente, comme vous pouvez le constater pour vous-même, les naufragés qui sont peut-être ceux de la Méduse, en suivant une autre version de l'histoire, dans une île déserte, en plein cours de cuisine pour l'éducation non sentimentale de la progéniture. Ou tout en restant dans le domaine plus ou moins artistique, nous avons notre collection hors pair de disques vinyles et même des 78 tours en cire, avec par exemple les tubes du Vatican, chantés par le dernier vrai castrat, ou bien les voix d'un timbre quasi identique, enregistrées pendant l'exorcisme dans un couvent à Rome d'une dizaine de novices possédés par des satyres, de la mère supérieure possédée en ce qui la concerne par le grand Pan en personne. Et puis un enregistrement rarissime de séances de torture des terroristes algériens par les troupes françaises, avec un livret illustré comportant une transcription des conversations intégralement traduites, avec un lexique expliquant les termes techniques, ainsi que quelques références topographiques ou historiques devenues obscures, avec pour musique d'accompagnement un choix de chansons de Charles Trenet. Ou sinon, pour les insomniaques parmi vous, qui vous soyez croyants ou pas, nous avons une bande magnétique en boucle des sermons complets de Monseigneur Ratzinger en version originale, non traduite. Et pour les plus avant-gardistes parmi vous, quelles que soient vos persuasions métaphysiques, une version remixée de même sermon par un groupe de musiciens tibétains sur un fond de bol chantant rempli d'eau bénite, qui s'évapore petit à petit grâce aux sèche-cheveux qu'ils agitent sur cette flotte. Puis en ce qui concerne nos vidéos, nos DVD, nous avons mis à part l'inévitable collection de films porno d'un érotisme inexistant du début des années 60, tournés par les filles Hilar et Stone, dans l'espoir de sortir de la vie de hippie et accéder enfin au vrai libertinage, friqué. Puis ensuite d'autres abus et gueules, comme des films de vacances, tournés pendant tout un éventail de catastrophes naturelles, comme par exemple des tsunamis, des éruptions volcaniques ou d'autres tremblements de terre, sans oublier bien sûr des catastrophes faites maison, comme des attaques chimiques ou des accidents nucléaires. Nous avons surtout un choix hors pair pour les spécialistes que la loi m'interdit de décrire ici. Donc, venez plutôt consulter notre catalogue spécialement imprimé sur la première peau humaine, plus humain, sur rendez-vous exclusivement. Vient ensuite, bien entendu, notre collection rarissime de squelettes entiers, ou bien en format morceaux choisis de diverses origines géographiques, mais aussi chronologiques et zoologiques. Comme par exemple, pour prendre un nombre d'attaques parmi d'autres, le minuscule primate ou Purgatorius unio, qui remonte aussi loin que certains dinosaures,
qui ne sont pas représentés ici en raison de leur surprésence dans les médias. En passant par une série de crânes couvrant les étapes principales de notre évolution, allant jusqu'au Homo sapiens, et qui sont marqués, troués ou autrement écrasés suite à diverses blessures, apparemment faites sciemment en se servant d'instruments de plus en plus sophistiqués, allant d'une simple pierre naturellement costaude et légèrement tranchante, jusqu'au trépan le plus minutieux, en passant entre autres par des matraques de différentes formes et matériaux et des scies plus aussi variés, et puis une petite sélection d'animaux imaginaires créés par Luce Skepo ou ouvroir des squelettes potentiels, qui fabriquent tout ce qu'ils souhaitent à partir des os et pas identifiés au nom, venant des fosses communes de l'histoire, des espèces planétaires, concevant ainsi des mélanges de loin plus savoureux que ceux imaginés par le mythographe de l'Antiquité. Prenons par exemple cette composition charmante qui regroupe les jambes intérieures de deux espèces différentes de guépards, alors que les bras appartiennent à deux espèces de chimpanzés, le tout sur un torse de rhinocéros avec une queue de renard, un cou de girafe et une tête de bébé hippopotame avec les dents de requin nain. Au magasin en sortant, on peut aussi se procurer un jeu contenant une gamme très large d'os reproduits dans une nouvelle matière composite, des scies, des vis et d'autres outillages nécessaires pour les assembler, ainsi qu'un livret de modèles proposé pour l'usage des débutants. Un cadeau de Noël original pour les curieux de tous âges. Ensuite, nous avons pour les vieux, mais tellement vieux qu'il n'y a rien à faire sauf attendre le bel mort, ou bien pour les mômes tellement innocents, si une telle chose existe à notre époque merveilleuse, notre rayon de bêtes montées et empaillées, allant d'un travail de titan sur une colonie de fourmis rouges, à un boulot de fourmis sur la tête d'un cachalot. Ce qui me fait penser que je dois vous montrer également notre livre de recettes intitulé « Les cuisines des îles Galapagos », etc., avec justement son délicieux sauté d'yeux gauche de baleine bleue, des pieds de panda géants, ou bien des injustement méconnus cœurs farcis de geckos accompagnés par une omelette d'œufs de pérnoctaire d'Égypte, que je peux personnellement vous conseiller. Mais dépêchez-vous car les ingrédients ne resteront disponibles que pendant une période très limitée. Avis aux amateurs de bonne chair. Et pour les vraiment curieux parmi vous, nous avons nos collections plus confidentielles, notamment nos instruments chirurgicaux imaginaires, avec pour dresser une courte liste non exhaustive, bien sûr des pinces disséquées à griffes de lion, un large éventail de bistouri minuscules à avaler, et puis les pinces hémostatiques pour vampires, ou bien de 6 fils de gilet mafioso fournis avec le poignet d'amour en caoutchouc, à embout en platine polie, ou bien des sondes cannelées et vanillées gynécologiques, et puis finalement les écarteurs de 2 mètres pour césarienne en cas d'éléphantiasis de fœtus. Finalement, j'attire votre bienveillante attention sur notre exposition de fleurs plastiques imaginaires ou hybrides, de couleurs perceptibles seulement par quelques espèces d'oiseaux rares dans le vase en porcelaine de Saxe, avec des anses en forme de satyre en route, ou d'angelots dodus, souriant béatement vers le même ciel vide que vous avez au-dessus de ce chapiteau qui abrite vos têtes, qui sont pour l'instant si bien en chair et en os. Voilà la fin de la visite. La sortie se trouve devant vous. Au revoir et à très bientôt, sans doute, parmi nous. L'humanisme au cabinet. Les erreurs à la triste figure. Il n'est pas sur ce long chapitre une exception, Don Quichotte, si son regard est piètre et pitre. D'autres combattent avec l'énigme, prennent des gants pour les 2 mains de naturel du Groenland, et sans remettre au lendemain, le moment de plus d'éclairage,
retourne voir au cabinet des merveilles compréhensibles, ces machines à détromper, à décorner non pas les bœufs, comme fait un vent mémorable, mais la licorne l'écornée, qui devient moins considérable de laisser la place au narval, édenté lui d'aucune vierge, cherchant défense ni radar et ni symbole de la verge. Un jour, Sir Martin Frobisher, en 1578, voit venir à lui des kayaks menés par des sortes d'inuits. Il croit que ce sont des poissons, ou bien des cétacés peut-être. À sa décharge, ils étaient loin. Il faut des doutes pour connaître. Cabinet de curiosité, c'est beaucoup cabinet d'énigmes que le classement des Linnés, un jour ou l'autre, périme. Le mystère fond sous la science, c'est la date de péremption, redouté comme recherché de tout objet de collection, exposant des queues de sirène ou un rhinocéros volant, un crocodile dans le plafond, un éventail fait d'une seule feuille ou de bateaux tendus de peau sur les eaux de bois d'ossement. La pseudo-corne de licorne est affaire d'arracheur de dents. Et toujours, on veut faire mieux. On imagine un vivarium pour entendre le bruit du cœur, invitation de sortes d'hommes qu'on dit sauvages, différents, capturés sur la banquise, arrachés à leur frigidaire, à leurs habitudes acquises. Ce sont plus qu'animaux peut-être, on ne sait pas. Les expériences, dès que l'on veut vite savoir, demandent froideur et violence, et courtoisie de temps à autre. On écrit leurs noms sur la toile, sur laquelle on les représente, avec des habits de poil. On pourrait les raccompagner, dès qu'on a noté les mesures, leur façon de se comporter dans une toute autre culture. La collection est mortifère quand elle aligne des trophées ou des monstres intéressants dans des bocaux formalisés ou des calculs faits de soi-même, recueillis dans son pot de chambre. Je suis mon sujet d'expérience et le cachalot fait de l'ambre. Si le cabinet d'Olvorm à Copenhague au XVIIe est d'abord un laboratoire, c'est sans doute que le bonhomme aime l'idée de ne pas être qu'un misérable ver de terre, amoureux fou d'une étoile, brillant tout là-haut dans les airs, celle de la connaissance, explication des phénomènes, risquant tout intelligemment. Ulysse est curieux des sirènes. Je présente mes excuses à ceux parmi vous qui n'ont pas passé 20 ans de leur vie dans le peloton et qui risquent donc de ne pas goûter toutes les curiosités du cabinet cycliste. Notre cabinet de curiosités cyclistes a été opportunément installé dans les ateliers qui fabriquaient les cycles Hirondelle, ce qui explique la présence de part et d'autre du portail des deux pèlerines de police. Elles remontent aux années 50 mais n'ont jamais été portées. Ces modèles étaient neufs lorsqu'ils ont été réformés. Le vent de la course ne les a jamais soulevés. Notez la longueur étudiée pour protéger des intempéries le chargement du porte-bagages. Visite guidée. Sous cloche, une pédale rustique en métal attribuée à Pierre Michaud et qui serait la première pédale jamais posée sur une bicyclette en 1860. Il est à remarquer qu'elle porte un petit plombage destiné à lui conserver en toute situation une position horizontale. Nous cherchons la deuxième, même en mauvais état, même rouillée. Une triplette de Belleville. Un cuissard en laine noire ayant appartenu à Jacques Anquetil. L'ampoule électrique, judicieusement placée à l'intérieur, permet de voir les innombrables petits trous laissés dans le tissu par les injections de tonédron qui ne pouvaient décemment se faire fesses nues en roulant. Appuyez sur le bouton. Le vélo de l'écrivain Alfred Jarry, de très grande marque, Clément Luxe. Il a été parfaitement entretenu.
toujours impayés à ce jour. Une roue ordinaire, vissée en l'air dans un tabouret de bois, elle ne porte pas de pneus et rend le tabouret inutilisable. Sans doute est-elle en attente d'être dévoilée. Origine mystérieuse. Un cuissard en laine noire du pistard André Pousse, dans lequel, profitant d'une pause durant les 6 jours au vélodrome de la rue Nélaton, Édith Piaf a glissé la main. Une bouteille de scotch vide, ayant appartenu au champion belge Freddy Martins, peu rare. Sous cloche, une défaite d'Eddy Merckx, très rare. Le tandem face à face, utilisé par le couple Gianni Longo-Patrice Ciprelli de l'équipe Karelman. Un projet complet, plans et dossiers, de récupération de l'énergie du peloton pour éclairer la ville de Limoges durant l'année, abandonnée. Le tandem dos à dos d'Anquetil et Poulidor de l'équipe Karelman. Un coup de pompe. Le sifflet de Tristan Bernard, directeur du Vélodrome, son pistolet de starter, trace de poudre. Un démarrage de Diop Zoetemelk, rarissime. La décuplette du Surmal. Le casque aux bananes de cuir de Jean Robic, dit Trompe-la-Mort, accompagné des radiographies rétro-éclairées des 9 fractures du champion breton, 2 fractures du crâne, 2 clavicules, un fémur, des vertèbres, l'omoplate, 2 bras. Côte à côte, tendrement appuyés l'un contre l'autre, le petit vélo de Vicente Truebla, dit La Puce, 1,54 m, et le grand vélo d'Eros Poli, le bel italien, 2,01 m. Sous la loupe, un cheveu attribué à Marco Pantani, rare et peut-être faux. Un bol de Perpetual Motion Food, ne pas toucher, ne pas ingérer. Une paire de lunettes cerclées à verre ovale, ayant appartenu à Laurent Fignon. Il avait une paire de rechange. Le vélo tordu de Roger Rivière, retrouvé en contrebas du col du Perjuret dans les Cévennes, irréparable. Modestement plié sous vitrine, le maillot de champion du monde de Jacques Anquetil, intact. Dans la boîte de conserve, un coup de gueule et un coup de fusil de Raphaël Gemignani, ne pas ouvrir. Les lunettes noires du soigneur aveugle de Fausto Coppi, l'ancien boxeur Cavana, posé sur sa célèbre mallette noire, vide. Le triptyque de l'Annonciation d'Aix, attribué à Barthélemy Deck, bien complet du petit vélo justement signalé par Blaise Sandrars dans le coin en bas à gauche. Le refrain de la chanson « Où est passé ce peloton ?» Un massage énergique de la masseuse de Lance Armstrong, bon état. Un peigne et une éponge de Hugo Coblet, ayant servi lors de multiples arrivées juste avant le franchissement de la ligne, usagé. La moto de Motoman, dite aussi Edgar, en hommage à Edgar Poe, qui livrait discrètement le PO à Lance Armstrong et à ses équipiers sur le Tour de France. Un démarrage assis en pleine côte de Christopher Froome. Les 234 boîtes d'EPO trouvées dans le coffre de la voiture du soigneur Willy Voet de l'équipe Festina en juillet 1998. Leur contenu a disparu. Un sprint de Mario Cipollini, Il Magnifico, est à neuf. Un furoncle à la fesse de Louison Bobet, attesté. Les 8 petites secondes qui séparaient Greg LeMond de Laurent Fignon à l'arrivée du Tour de France 1989, bien conservées. Une collection de grimaces recueillies dans les cols des Alpes, présentées comme un herbier, époques diverses. Un pavé prélevé nuitamment sur la tranchée d'Arambert, dans l'enfer du Nord, celui-là même qui, mouillé, provoqua la chute de Laurent Fignon en 1989. Par manque de place, le poumon de Miguel Indurain est au sous-sol. Prière de demander la clé. Une ordonnance de Willy Voet, soigneur. Avant la course, injection en intramusculaire de 10 mg de diprostène, corticoïde. 6 temps froid, autre intraveineuse de 10 ml, vitamine C1000 plus aspégique.
Un quart d'heure avant le départ, comprimé jaune de vitamine E anti-fatigue, comprimé blanc de vitamine B1, retarde l'afflux des toxines, comprimé rose d'optalidon antidouleur, comprimé rouge de persentin, favorisant la circulation sanguine. 1h30 environ avant l'arrivée, comprimé marron d'aninine, caféine. Comprimé blanc de coltramil, anti-crampe. Comprimé vert de thiocidine, chasse les toxines. Après le massage et le dîner, perfusion d'eau avec sucre, 0,5% en intraveineuse pour favoriser la récupération. En cours d'inoculation, on peut ajouter 10 ml mélangés de nootropil, de coenzyme, de testis, d'hypozoal et de bécozyme. Vers 22h, reprendre la cure habituelle d'EPO et d'hormones de croissance. En cas de contrôle, comptez une vingtaine de minutes pour une intraveineuse d'1 litre ou plus de sérum physiologique afin de faire chuter le taux d'hématocrite. Lors d'une course contre la montre, 1 heure avant le départ, 2 mg de célestine injectable en intramusculaire, une demi-heure avant le départ, 150 mg de caféine avec une demi-ampoule de solucanfre, dilatateur des bronches. Une fois sur les rouleaux, 2 cotons dans les narines, imbibé d'oblats, dégage les sinus et voies respiratoires, un quart d'heure avant le départ, ventoline, attention, certificat médical nécessaire. La selle montée en tabouret de Louison Bobet, sur laquelle il se tannait les fesses à la maison, en mangeant et en bricolant, pour se préparer aux douleurs de la saison cycliste. Une centaine de flacons d'urine, artistement déclarés par derrière pour faire chanter leur belle gamme de jaune. Origine douteuse. 2 des 21 lacets, un à droite et un à gauche, de la montée de l'Alpe d'Huez, état neuf. Sur le mur de droite, les parcours du Tour de France lorsqu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. 2 musettes, d'apparence comparable mais de contenu fort différent. La première du type années 60 avec pilons de poulet, gâteaux de riz, sucres et bananes. La deuxième du type années 2000 avec tubes, pâtes énergétiques, cachets, bouillis. Ne pas avaler, périmé. Sur le mur de gauche, les parcours du Tour de France lorsqu'il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Une authentique voiture balai, un tube de Citroën, en tôle ondulée, bien complet de son balai de cantonnier dressé au-dessus du toit, à l'arrière, et de son porte-vélo à l'intérieur. Le casque colonial de Jacques Godet, directeur du Tour de France. Un petit sac en toile ayant appartenu à Henri Pélissier avec ses doses de cocaïne, de chloroforme et ses pastilles de dynamite, modèle Forçat de la route 1924. Rassemblés dans une élégante musette, les 8000 calories nécessaires à un coureur dans une étape de montagne ordinaire. Installés façon Khéops, 35 000 bidons de matière plastique représentant la consommation des coureurs durant un Tour de France. Pour l'essentiel, on les retrouve à l'unité, jetés le long des fossés et des trottoirs. Prière de ne pas toucher, l'ensemble pouvant s'effondrer. Sur le grand panneau du fond, enfin, sous la lumière de 2 projecteurs protégés par une double porte et une vitre à l'épreuve des balles, le maillot jaune de Raymond Poulidor. Merci de refermer les portes après consultation. En tant que dernier né des grands collectionneurs, je fus atteint souvent par le désarroi, vertige de ma race. Je connus la profusion, la convoitise et de ce fait la braise. Remarquez ces murs couverts, remarquez ces empreintes dans la poussière, ils bornent l'emplacement d'albums sacrés. C'est le premier indice, ma loupe. Pleuvait-il, cet outil du regard me retournait d'emblée vers la philatélie, mais une plume était là pour ancrer tout un lot d'étiquettes. Je fus blanc de neige au milieu des bouquins à cueillir des images. Avant ce début d'homme encouragé, je fus tenu pour prometteur dans l'empilage de buvards. Je pleurais, nul ne cherchait à quoi tenir mes larmes. J'amoncelais, alors on s'occupait de moi. Chez le Baptiste à robe noire, à genoux devant la croix, mes amas me sauvèrent du vide, mes collectages de la honte. Je dévorais tous les supplices de la légende dorée, comptais les cicatrices du temps que je fus Saint-Sébastien, Sainte Chantal et le pauvre d'Assise. Je dus à de telles cornettes un talent prodigieux pour cette besogne capitale qui n'est souvent chez d'autres qu'un pis-aller, la collection. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Peut-être n'en serez-vous pas d'accord, mais je vous tiens capable d'en juger autant que moi d'extraire du charbon. Je suis pendu par les cheveux dans un temps de vertige où mes semblables, s'il en est, ne connaissent pas de repos. Tant que je n'écrivais pas mon quotidien, j'ignorais trop de qualité chez mon sens spécialiste, trop de virtualité pour un succès. Ici, longtemps, sans ce papier désert et blanc que je n'explorais pas encore, mon corps défait, déshydraté, je n'ai su respirer que par un goût de vivre pour les choses, mes collections, et les clins d'œil émerveillés que sur elles dans mon cabinet j'étais ami et envieux.
Qui me disait que jadis, mais combien d'années, de siècles recouvre cet adverbe, la collection était en quelque sorte la connaissance elle-même? Qui disait au contraire qu'elle ruinait la vie dans la mémoire du monde, que l'encyclopédie, mais je m'embrouille, je hais les débats contradictoires sur des thèmes cruciaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il fut une époque où les collectionneurs étaient primés. On gratifiait d'un parchemin couvert de lettrines bleutées la collection de Laon et son auteur passionné. Pécuniairement, le concours n'offrait pas d'avantage, gratuité du geste, on savait se conduire. Naturellement, je m'y présentais. Mon expérience était assez réduite, du moins dans les premières années. Elle s'était essayée sur des sentiers plus que battus, buvards dont j'ai déjà parlé, timbres, pendules, amulettes, fibules et reliures, burettes, gravures, réticules, cuillères, bouilloires ou timbales, papillons. Je crus avoir toutes les chances avec mes seaux et mes théières. Il me fallut déchanter. Nul ne se soucia de mes amassements ruineux. Alors, je pris le diable par les cornes, une idée de génie où le risque était gros. Chacun se souvient du fait divers que j'appellerais fait d'exception qui ébranla en 1970 et quelques le monde de la bibliophilie. Charles Charleston, le romancier américain d'une mort naturelle, That's Life, avait averti le public qu'au lendemain de sa mort véritable, paraîtrait en librairie un tirage limité de ses mémoires complets. C'était depuis 5 ans son seul ouvrage en cours. Au jour le jour, il en organisait la composition, assurait lui-même la correction des preuves. Chaque soir, il était, du point de vue de son œuvre, prêt à mourir abruptement. Durant les 6 ou 7 mois qui séparaient cette nouvelle de la date du concours, je consacrais mon activité d'homme collectionneur à prospecter et acquérir à grands frais, je m'endettais tant et plus, les éditions diverses de l'œuvre de Charleston. J'ai bientôt recueilli 1418 écrits publiés par l'auteur, ce chiffre tenant compte des éditions princeps, partielles, traductions diverses, articles. Charles Charleston en personne répondit à l'annonce que je lui en fis par ces mots télégraphiques. Félicitations pour nombre exact, sentiments attentifs. Tch, tch. J'ai reçu cette missive comme un bel encouragement. J'avais en ma possession, en ma collection, une lettre de Charles Charleston qui reconnaissait mon entreprise. 2 jours après, durant un concert d'orgue en l'église Saint-Nicolas-des-Champs, j'entends encore les mesures excitantes de Handel, Charles Charleston, de passage à Paris, prit une balle dans la nuque. On obtint les aveux d'un exilé politique pakistanais qui fut immédiatement extradé vers les États-Unis. Je n'eus même pas besoin de faire état d'un alibi. L'arme du geste dort dans une armoire de fer, un vague projet de collection. Comme prévu, les mémoires complets de Charleston furent édités sur le champ. Je parvins à rafler l'intégralité du tirage de tête. Pour la première fois de ma carrière, je terminais une collection. Le départ m'était favorable pour le concours du printemps. N'était la cabale qui se constitua, j'aurais été primé. Le jury préféra les efforts d'un vétéran, Max Maximum, un ami cher, mais qui trahit mon affection en aidant à publier dans un torchon du matin une lettre abusivement signée de la veuve Charleston. Ce texte faisait état d'un ouvrage absent de ma collection, perfidement confectionné à 4 exemplaires le lendemain du jour où le maître m'avait félicité pour mon décompte. Au jury, la petite marge d'indécis et d'incompétents n'attendit pas mes explications. Leurs suffrages allèrent tout droit à Maximum, que le président félicita en ces termes émus. Un philatéliste attend le plus souvent le cachet de la poste pour engranger une belle image. Murmure. Vous savez que cela ne va pas sans la rupture au moins partielle de l'enveloppe. Ainsi sont-ils légion, ceux qui collectionnent celle-ci dans son intégrité, timbre, cachet, adresse manuscrite se trouvent ainsi sauvés. D'autres, beaucoup plus rares, conservent la lettre à l'intérieur de sa gaine, soigneusement repliée après lecture. Mais Max Maximum, il y eut des applaudissements d'attente fiévreuse, dépasse aujourd'hui cette étape. Toutes les enveloppes ici exposées contiennent une missive à lui adressée. Aucune n'a jamais été lue. Comme en fait foi le cachet de cire qu'un voisin de palier huissier de son état prenait soin d'apposer sur les plis au moment où le facteur les remettait en main propre. Les experts sont formels et unanimes, aucune n'a jamais été ouverte. Les pièces les plus précieuses de cette collection sont celles qui ne portent pas au dos l'adresse et le nom de l'expéditeur. Nous touchons là à la pureté. Pour ce qui est de la pièce numéro 979, la plus remarquable de toutes, sachez que les raisons de son prix n'en seront pas dévoilées, bien qu'en tant que président, je les connaisse. Elle touche de la part du collectionneur à trop d'intimes douleurs. Silence impressionné du public. J'avais perdu.
Peut-être aurais-je dû, en réponse à la cabale de Maximum, rendre mon geste public, mon crime pour une collection. Le comble de la pureté n'était-il pas atteint? Le jury n'aurait pu faire moins que d'exprimer sa solidarité à mon endroit en m'attribuant le prix. Mais j'avais peur du monde et du regard du monde sur les mains banales d'un criminel qui ne saurait récidiver. Décidément, j'avais mal joué. Après 2 jours de prostration, de claustration dans ma maison musée, nul ne se soucia vraiment de moi, de mon désespoir et de mon sort. J'entrais dans ma journée de plaisir malsain. Je défenestrais tous mes objets précieux, inutiles, ouvragés pour rien. Du balcon, je lançais sur le tas une bouteille d'alcool à brûler qui se brisa sur une pendule ancienne. Un torchon enflammé fit le reste. J'attendis les pompiers, les concurrents, mes créanciers, j'attendis la justice et le Louvre. Personne ne vint que les premiers, et le seul écho que j'eus de mon geste ridicule fut un étonnement chagriné de la part d'un enfant. Je me sentis très vite bien moins libre que nu. Pour la première fois, je pouvais partir. Nul souci de verrou, d'alarme ne me retenait plus. Je crus m'éloigner, je voulais voir la mer. Mais il n'était pas dit que j'en avais fini, avait changé d'état. Ces passions enfantines sont des marques indélébiles que nous portons quasi comme un membre de plus. Je sais que des manchots ont encore froid aux mains. Je fis bientôt ma crise de manque et rêvais de fibules comme d'une amie d'enfance qui vous est redonnée par un air de piano. Et ce fut le début de ma dernière tâche, la collection la moins onéreuse qui se puisse inventer, mais la plus coûteuse, je le sais, pour la marche du corps. J'ai imploré Don Juan, celui du catalogue, mais je ne connais rien de l'amour. Je ne connais pas la course ni la nage. Trop d'années que j'écris, que j'uniquement écris. Imbibé de dégoût, je suis un tâcheron stérile qui ne dit rien. N'attendez pas d'aveu. Je sais que j'ai des mots qui ne font qu'obéir. Le passionné ne parle plus. Journal intime, journal infime, infirme. J'ai la main droite monstrueusement musclée. Il y a, à la toute fin de l'exposition, il y a une grande vitrine sous le tableau de Madonna et entre les 2 sculptures en bronze doré de Yann Fabre, il y a une grande vitrine avec une boîte verte. Et c'est l'histoire de cette boîte verte que je vais maintenant vous conter. Voilà, mystère de la boîte verte, saison 1. J'étais à la recherche de traces de François Le Lyonnais. Alors François Le Lyonnais, c'est le fondateur de l'Oulipo avec Raymond Queneau. Et il est excusé aux réunions de l'Ouvroy depuis 1984 pour cause de décès. Donc j'étais à la recherche des traces de François Le Lyonnais sans savoir que cette quête me conduirait jusqu'à Toronto. Un premier correspondant, Jacques Dandurin, trouvé sur le net, me dit qu'il possède diverses informations à me transmettre, mais que de strictes consignes de sécurité doivent être observées. Il me demande de rechercher le baby-foot de Grenoble au bout d'une vallée. Ce baby-foot est rare, l'information y court aisément, me précise mon informateur sibyllin à la manière de Tirésias. J'enfourchai mon aronde et partis ventre à terre pour Grenoble. Il me faudra plusieurs mois pour découvrir le café à côté de la Grave, dans la vallée de la Romanche, au gîte d'étape dit du Pont de l'Âne, à Villars d'Arène. 2 professionnels s'agitent autour du baby-foot. Ce baby-foot est assurément plus court qu'à l'ordinaire. Une fois les parties achevées, je l'examine sous toutes les coutures. C'est évidemment un Bonzini, on peut le voir en bas à droite. Aucun document n'apparaît ouvertement sur le baby-foot et je repense à l'information. L'information y court aisément, sans doute polysémique. Je glisse une pièce et observe les balles. L'une d'entre elles me paraît plus lourde, je l'empoche, remercie le patron. De retour chez moi, je découpe minutieusement le pourtour de liège et découvre une petite sphère métallique. Soigneusement sciée, la sphère me livre un minuscule rouleau.
j'y apprends que la femme de Le Lyonnais, Tania Naïtchenko, avait eu 2 enfants, un garçon et une fille, avec Nestor Ibarra, intellectuel argentin vivant à Paris dans les années 40-60. Le garçon, Gabriel, est mort en 1985. Je dois retrouver la fille. Le nom de cette femme me sera livré en observant un cache électrique de la gare Saint-Charles à Marseille. De fait, à quelques jours de là, je repère le fameux cache. Un numéro de téléphone y figure, un petit peu en bas, au-dessus du sec. Le répondeur me fournit le mail d'une certaine Elisabeth Schmidt qui vit en Allemagne. Elle répond à mon courriel et me donne rendez-vous dans sa demeure qui me fait penser un peu à celle où se réfugient Hansel et Gretel. Voici la demeure. Alors, je le précise, toutes ces photos ont été prises, enfin, à 1 ou 2 exceptions, ont été prises entre le laps de la commande passée par le musée pour l'exposition et puis cette lecture. Voilà, donc j'ai collectionné des curiosités photographiques. Un autre jour, la même maison de Hansel et Gretel. Elle m'apprend ceci, donc Elisabeth Schmidt, elle m'apprend ceci. François Le Lyonnais l'a élevé de ses 7 ans à ses 14 ans. Elle conserve de lui un souvenir ébloui. Ce savant éclairait son parcours et stimulait son imagination. À la mort de François Le Lyonnais, elle réussit à récupérer divers ouvrages et œuvres dans sa bibliothèque, sa mère l'ayant autorisé à conserver quelques souvenirs de Le Lyonnais. Peu après, sa mère a dispersé l'entière bibliothèque, 25 000 ouvrages, après les vaines tentatives de l'Oulipo, notamment par les mains de Marcel Benabou et de Paul Fournel, pour faire acquérir la bibliothèque par la ville de Boulogne-Billancourt, ou bien par le NS Ulm, ou par d'autres structures, allant même jusqu'à faire intervenir le tout nouveau Premier ministre de François Mitterrand, Laurent Fabius, mais en vain. Elisabeth Schmidt a notamment récupéré une grosse boîte verre amande signée Marcel Duchamp. Cette boîte que vous pouvez voir. Enfin, à l'intérieur de cette boîte numérotée 51/300, Elisabeth a découvert, en sus des 93 documents prévus par Marcel Duchamp, un échange de lettres entre François Le Lyonnais et un certain Pontus Sulten. Elle me montre les dites lettres. C'est alors que je découvre et commence à dénouer l'affaire. François Le Lyonnais se voit en 1934 offrir par son ami et adversaire au jeu d'échecs Marcel Duchamp la boîte verte numéro 4/20. Alors il y aura 2 numéros à chaque fois, hein, 4/20 ou 51/300. Bon, il se voit offrir donc la boîte verte numéro 4/20, une boîte grand format. Bon, là ça n'est qu'un... pas bon. Un jour que j'ai raconté cette histoire, on m'a offert cette boîte. C'est à peu près la couleur. Donc, œuvre de Marcel Duchamp, la boîte verte, numéro 4/20, contenant 94 documents, facsimilés, de dessins, de croquis, d'études et de photos concernant les travaux de l'artiste des années 1911-1915. La boîte verte est en quelque sorte un cabinet des curiosités du marchand du sel. Marchand du sel, c'est une contrepétrie inventée par Marcel Duchamp pour se définir. Le tirage de cette œuvre est de 320 exemplaires répartis comme suit: 300 exemplaires dits ordinaires, numérotés de 1 à 300, et 20 exemplaires supplémentaires dits de luxe, car contenant un document original en sus des 93 reproductions, numéroté de 1 à 20. La boîte verte, numéro 4/20, est de plus dédicacée au pochoir à François Le Lyonnais. Alors, pardon, voilà à peu près la boîte verte, vous voyez, cette boîte avec tous les documents, un peu comme ça que vous pouvez la voir dans la vitrine. Et voilà les pochoirs qui ont servi à la fois pour écrire le titre, vous voyez, à droite. Oui, à droite, on voit le titre, la mariée, parce que la boîte verte, c'est le titre de la mariée mise à nu par sa célibataire même. C'est le titre qui figure sur la boîte, et c'est le titre de l'œuvre. Et puis on voit aussi à l'envers, pour F. Le Lyonnais. On le voit à peu près au centre du cliché.
des clichés qu'on peut retrouver dans l'association Marcel Duchamp. Résistant communiste, François Le Lyonnais est arrêté par la Gestapo le 28 avril 1944 et envoyé au camp de Dora en Allemagne. La Gestapo visite son appartement, ce qui signifie le vide intégralement. Lorsque, en mai 1945, par une succession de hasards et grâce à sa force de caractère et de mémoire, François Le Lyonnais rentre du camp de Dora, il a donc définitivement perdu sa boîte verte numéro 4 sur 20. De dépit, il en rachète une autre, la boîte verte 51 sur 300, ordinaire celle-là, mais François Le Lyonnais ne semble pas connaître la différence entre les deux catégories de boîtes. En 1966, François Le Lyonnais se trouve à Stockholm. Il visite tout naturellement l'exposition Dada, lui-même étant très sensible au mouvement Dada dès la naissance de Dada. Donc il visite tout naturellement l'exposition Dada que propose le musée d'art moderne de Stockholm. Et c'est là, à sa stupeur, qu'il découvre dans une vitrine sa propre boîte verte, reconnaissable entre toutes, puisqu'il figure son nom. Et puis le numéro 4 sur 20. De retour chez lui, il écrit au directeur du musée, directeur qu'il connaît, qui s'appelle Pontus Hulten, et qui sera le premier directeur de Beaubourg à Paris, en lui demandant comment sa boîte verte est arrivée au musée de Stockholm, lui expliquant qu'elle lui a été volée par la Gestapo. François Le Lyonnais rajoute qu'il estime que sa boîte verte est mieux à sa place dans un musée que chez un particulier. Alors Pontus Hulten lui répond qu'il a acheté vers les années 55 à la librairie Le Minotaure à Paris. Mais François Le Lyonnais se ravise et propose à Pontus Hulten l'échange des étuis des deux boîtes afin de pouvoir récupérer l'étui qui lui est dédicacé. Pontus Hulten ne répond pas, c'est la fin de leur échange. Et Pontus Hulten se garde bien de dire à Le Lyonnais qu'il a acheté cette boîte verte numéro 4 sur 20 en son nom à la librairie Le Minotaure Paris, étant collectionneur d'œuvres de Duchamp, et que s'il l'a exposée dans le musée qu'il dirige, elle lui appartient personnellement. François Le Lyonnais ne récupérera jamais sa boîte verte numéro 4 sur 20. Elisabeth Schmitt héritera donc, parce que François Le Lyonnais n'a pas d'héritier direct, Elisabeth Schmitt héritera donc de la boîte verte de remplacement 51 sur 300 qui a le mérite et l'honneur de figurer dans l'exposition présente du musée Sainte-Croix. Il me reste, enquêteur, il me reste à découvrir où se trouve désormais la boîte verte numéro 4 sur 20 ainsi que le nom de son actuel propriétaire. Bien qu'ayant appris beaucoup de choses, je suis conscient d'être à un niveau peu élevé de l'enquête de ce qu'on nomme niveau de premier ordre. Saison numéro 2. François Le Lyonnais est décédé en mars 84. Celle qui fut un temps sa femme, Tania Nadjeiko, était sa légataire universelle. Mais elle est décédée en 1999. Pontus Hulten décède à son tour en décembre 2006. Mon enquête, entamée en 2007, commençait mal. Et j'en étais bien malheureux. J'ai même failli décider d'en rester là, plutôt crever que d'espérer avancer dans cette enquête, me disais-je tout bas, alors que j'étais près de Saint-Lô. J'avais terriblement grossi et la visite médicale obligatoire me laissait elle aussi peu d'espoir. C'est alors que le slogan suivant, dû au fameux duo publicitaire Hélène et Antoine, me remit d'aplomb. Le voici. Happy is the new chic. Bon. Le nouveau chic, c'est d'être heureux. Ayant décidé d'être heureux, au moral comme en enquête, je me rends au bar à sourire, dont la grille est hélas constamment baissée et flanquée de poubelles Dalton. Il n'empêche, je lance différents contacts, agents, informateurs, espions sur l'affaire, et l'un d'entre eux m'appelle, me donne rendez-vous à Malakoff, à la sortie du RER, devant la cabine à 6 heures du matin. Je m'y rends. Le téléphone sonne à la cabine extérieure et me fournit un lien Internet que je dois retenir par cœur. De retour chez moi fébrile, j'ouvre le lien. Il s'agit du rapport de vente aux enchères, organisé par Christie's le 6 février 2006 à Londres. Bon, on ne voit pas le détail peut-être, si. Donc on voit qu'il s'agit de la boîte verte,
numéro 4 sur 20, on le voit là à l'écran. On te croit sur parole. Donc, rapport de la vente aux enchères organisé par Christie's le 6 février 2006 à Londres. J'y apprends que le marchand d'art Ronnie Van de Velde a vendu aux enchères ce jour-là la boîte verte numéro 4 sur 20 à un collectionneur privé canadien. M'abonnant au site de vente aux enchères, j'obtiens le prix de vente, on peut voir quelque part à droite, voilà, prix réalisé 72 000 livres, c'est-à-dire 130 000 euros. Le nom de l'acquéreur reste comme toujours confidentiel et secret. Mon enquête progresse, mais sans bourbe. En octobre 2013, un nouvel informateur me suggère de demander conseil à Toby, à Marseille. Mais défense de lui parler, me précise-t-il. Je cours à Marseille, je demande partout où est Toby, on finit par me dire qu'il se trouve au Muséum d'Histoire Naturelle, je m'y rends. Il vient de repartir pour le théâtre de la Criée. J'arrive au théâtre de la Criée et que vois-je enfin dans le hall? Toby. Toby qui fut de l'éléphant du muséum, vivant, et puis maintenant dans un état propre à ceux des cabinets de curiosité. Exposé dans le hall donc du théâtre la Criée. Défense de lui parler, m'a-t-on dit. C'est en effet au creux d'une défense que je découvre un petit billet me suggérant de rechercher la voie blanche sans issue, sur un panneau indicateur routier de la commune de Saint-Laurent de Tergat. Que cette flèche reconnaissable me donnera la direction du café où il a placé ce que je cherche sous le coussin d'un fauteuil. Quel fauteuil? Il ne me répond pas. Je trouve légère sa cache, lourde son imprudence. Je me rends à Saint-Laurent de Tergat et je cherche les voies sans issue. Saint-Laurent de Tergat n'est pas bien grand. Il me faudra néanmoins quelques heures pour découvrir la voie sans issue blanche. Il n'y a aucun doute, c'est elle. Je continue dans le sens de la flèche, ça n'est pas loin, je le sais, puisque c'est la seule indication que comporte le panneau indicateur. C'est sur la C107 à 0 km. La route devient chemin et me mène au bord d'un lac au nom ésotérique de lac de la Roche qui boit, que domine seule l'habitation à la ronde, l'autre café. Il s'agit d'un café, galerie, brocante alternatif, qui se dit laboratoire de dynamiques artistiques, dont la décoration est principalement composée de mobilier des années 60, formica ou plastique. Je suis sous le charme du lieu et je cherche le fauteuil. Il y a beaucoup de sièges et pas mal de fauteuils dans le café. Depuis la fenêtre, je jette un œil sur le lac et je comprends immédiatement, le fauteuil est là, il ne peut s'agir que de celui-là, il trône. Il ne faisait pas très chaud en octobre 2013 dans la Manche et j'ai dû nager pour récupérer sous le coussin du fauteuil une enveloppe contenant ce seul nom, Moret Čaplik. J'étais comme en état d'apesanteur. Mon enquête progressait comme un jeu de poupées russes. Moret Čaplik, donc l'actuel propriétaire de la boîte verte numéro 4 sur 20, celle qui aurait dû être au musée en lieu et place de la 51 sur 300, eh bien, Moret Čaplik, à Pignon-sur-Rue, à Toronto, il est président de la Canadian Scooters Corporation, importateur exclusif de Vespa au Canada. Néanmoins, mes différentes lettres écrites à son adresse officielle me sont toutes revenues. Pour tenter de faire encore progresser mon enquête, j'ai décidé, de façon contraire à toute logique sécuritaire, de la rendre publique. J'allais écrire l'histoire de ma recherche de la boîte verte de Le Lyonnais, j'en ferai un fascicule de la bibliothèque oulipienne, lequel fascicule finirait nécessairement par être lu par Moret Čaplik, qui prendrait alors l'initiative de la rencontre. Mon fascicule commencerait par « J'étais à la recherche de traces de François Le Lyonnais, sans savoir que cette quête me conduirait jusqu'à Toronto. » Ainsi s'achève notre lecture oulipienne, dédiée, vous l'avez compris, sous différents aspects, soit formels, soit sur le contenu, au cabinet de curiosité. Merci beaucoup à vous tous, et au plaisir.